Donald Trump zigzag et dribble, et après avoir annoncé une attaque sans commune mesure avec tout ce qui a été auparavant, une attaque digne de la Deuxième Guerre mondiale, comme on n'en a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, il fait marche arrière. Et plus que ça, il fait sortir maintenant les intercepteurs, que ce soit du Koweït, ou que ce soit de Qatar, ou que ce soit de l'Arabie Saoudite, ou que ce soit de Bahreïn. Apparemment, ils n'ont plus de missiles patriotes et de THAAD. Et ils sont à découvert devant l'Iran. Ils se sont retirés vers la Jordanie, bien qu'il avait arrêté les bombardements pendant 2 ou 3 jours. Il a dit que unilatéralement qu'il y avait des négociations en cours. Les Iraniens ont frappé quand même, parce qu'il n'y avait pas de cessez-le-feu pour eux. Et puis ils voyaient la manœuvre. Ils voyaient qu'il était en train de se réarmer, de se repositionner et de se préparer à partir de la Jordanie et d'Israël. À Israël, on a mis le plus gros des avions. Des avions ravitailleurs. Ben Gurion, l'aéroport de Ben Gurion est devenu une base américaine. D'ailleurs, on a suspendu beaucoup de vols civils. Et maintenant, si l'Iran frappe Ben Gurion, ce sera un catacombe des avions américains. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent les Iraniens n'ont pas frappé Israël, parce qu'Israël se tient à carreau, elle se tient loin des combats pour le moment, bien qu'ils crient qu'ils veulent, ils sont prêts à toute éventualité, qu'ils ont même appelé la population à entrer dans les abris quand les Américains ont dit qu'ils allaient attaquer, faire une attaque comme on n'en a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc eux, ils étaient sûrs que les États-Unis allaient frapper. Mais à la dernière minute, Trump a dribblé tout le monde. Il a dit non, puisqu'on m'a contacté, l'Iran et les pays du Golfe, nommément le prince Mohammed Ben Salman, pour que je n'attaque pas et qu'il y ait une négociation. Tout de suite, les Iraniens ont démonté, dit c'est un menteur. D'ailleurs, ils ne lui accordent aucune importance et aucun crédit à ces déclarations, mais ils regardent ce qu'il y a sur le terrain. Ils ont des informations au jour le jour, à la minute près, et ils les suivent par les satellites, ils suivent tous leurs mouvements, et il faut le dire très, très clairement, aidés par la Chine et la Russie en cela. La Russie et la Chine sont impliqués avec l'Iran dans cette guerre. C'est la guerre de tout le monde contre les États-Unis, l'OTAN et Israël. Il n'y a rien à dire. Et il n'y a pas de... Bien que le discours diplomatique tient toujours à éviter certains heurts et certains clashs, mais les Américains sont conscients que la Russie et la Chine et la Corée du Nord aident l'Iran dans cette guerre, et ils sont du côté de l'Iran et ils iront jusqu'au bout avec l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, qui flotte maintenant, est entrée dans la guerre de Yémen. Elle est tombée dans le piège des Américains et des Israéliens, parce qu'il a eu le feu vert de Trump pour frapper l'avion qui revenait, pas l'avion, mais la piste d'atterrissage, pour empêcher l'avion. Comme quoi ils sont sous embargo, le Yémen, mais ça a été le feu vert pour les Yéménites, pour dire que c'est fini, il n'y aura plus de blocus à partir de ce jour, et il faut lever le blocus et revenir à l'accord fait, payer les indemnités, payer les salaires. Et là, maintenant, une guerre éclate entre le Yémen, les Hezbollah, les Ansarullah du Yémen, qu'on appelle les Houthis. Les Houthis, c'est la famille. Mais les Ansarullah, c'est tout le groupe qui est de la résistance. Donc, ils sont en train de donner une leçon magistrale à l'Arabie Saoudite. Ils ont frappé la raffinerie de Yamba, la raffinerie
de Jizan et l'aéroport de Najran, où il y avait un centre de commandement pour les drones, des drones turcs fabriqués en Arabie Saoudite et sous licence. Maintenant, les Yéménites ont prouvé qu'ils sont capables de descendre les F-35, les HQ-9, presque 22 ou 24 qui l'ont descendu, le fleuron des drones américains. Là, il coûte 32 millions de dollars. Donc là, il n'y a plus de ligne rouge. Il y a l'axe de la résistance, l'Iran, le Yémen, le Hezbollah du Liban. Maintenant, Gaza, les Hamas et les factions palestiniennes, donc, qui sont prêts à déposer les armes pour une autorité technocrate palestinienne qui gérera la bande de Gaza, mais après le départ des Israéliens. Il faut que les Israéliens se retirent de la bande de Gaza. Alors que les Israéliens disent non, il faut d'abord qu'ils déposent les armes. Donc il n'y aura pas d'accord. Bien que Trump, comme d'habitude, pompeusement a dit qu'il y a un accord et que les Israéliens sont d'accord derrière lui et que le Hamas et les factions palestiniennes vont déposer les armes, mais personne ne le prend plus au sérieux. Non seulement il a discrédité la politique étrangère américaine, il a discrédité la présidence américaine, les affaires étrangères américaines, la politique étrangère américaine, et en plus maintenant, chez lui, il doit subir les assauts, même de ses ex-alliés, Thomas Massie, Joe Kent, Marjorie Greene Taylor, Tucker Carlson, donc là, qui se sont ligués maintenant pour faire face, non seulement au Parti républicain, mais aussi au Parti démocrate. Eux, maintenant, ils roulent pour America First. Et ils ont du monde derrière. Ils ont sorti une photo où qui représentait ce quatuor. Et il y a eu 10 millions de vues, rien que sur le compte de Marjorie Greene Taylor. Donc, c'est des gens qui ont derrière eux des millions de personnes. Tout quelqu'un, quand il fait un podcast, il peut avoir jusqu'à 20 millions de vues en un jour ou en quelques jours. Donc l'affaire est sérieuse aux États-Unis. Les élections de mi-mandat qui vont venir vont déterminer la politique à suivre des États-Unis et je pense, et beaucoup pensent, que c'est la fin de l'hégémonie du lobby juif aux États-Unis. Parce qu'ils ont dépassé toutes les bornes. Non seulement le génocide à Gaza, mais l'ingérence dans les affaires étrangères américaines. Et ils pourchassent tous ceux qui critiquent Israël. Donc, journalistes, politiciens. Alors, avec Thomas Massie, on a vu les élections de primaires avec Thomas Massie, comment ils ont mis le paquet, 30 millions de dollars, avec une bataille médiatique pour le déboulonner, avec Tucker Carlson qui l'ont classé ennemi public numéro 1, avec Marjorie Greene Taylor, avec Joe Kent qui était le chef de contre-espionnage américain, et encore le colonel Douglas MacGregor, Scott Ritter, et Kyriakou, tous qui étaient dans le gouvernement, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les services secrets, et ils sont maintenant attaqués par les médias, des lobbies sionistes. Donc là, la jeunesse américaine est très consciente de ce rapport toxique entre les États-Unis et Israël qui espionne partout. D'ailleurs, Kyriakou l'a dit avec tous les sous-traitants, avec la défense américaine, sont infiltrés par le Mossad. Donc que ce soit Palantir, que ce soit tous ceux qui travaillent dans la surveillance, tout le monde est espionné par le Mossad. Pas seulement la CIA, le Mossad. Pas seulement le FBI, le Mossad. Donc il y a vraiment une mainmise sur la politique américaine. L'affaire Epstein l'a relevé.
et l'a révélé. Donc, l'affaire Epstein, quel que soit qu'on peut faire pour l'étouffer, ça va éclater. Surtout après les élections de mi-mandat. Et puis il y a les élections en Israël qui vont déterminer aussi. Mais ça ne va pas changer grand-chose parce que les Israéliens, que ce soit Netanyahou ou un autre, ils continuent leur plan messianiste du grand Israël. Donc on ne s'attend pas à grand-chose du changement en Israël. Mais seulement pour les pays du Golfe. Les pays du Golfe qui ont fait la normalisation avec Israël ou qui travaillaient en douce avec Israël, avec le Mossad et les services secrets, et qui essayaient d'avoir une position neutre dans la guerre de l'Iran, et qui ont des bases américaines chez eux qui contrôlent leur politique étrangère et leur armée et leur défense nationale. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans tout ça? Leur relation est plus que toxique avec Israël. La normalisation à Israël les a entraînés dans un conflit direct avec l'Iran. L'Iran, si elle a frappé les bases américaines, là-bas, c'est parce que c'est de là que tout le danger vient vers l'Iran. C'est de là que partaient les missiles, que partaient les avions, que l'espionnage, les radars. Et les Iraniens étaient prêts depuis 20 ans à cela. Depuis que Trump s'est retourné contre l'accord fait par Obama, ils ont pris leurs précautions. Toute leur armée est sous terre, ils fabriquent même leurs missiles, leur armement sous terre, les drones sont donc invulnérables. Et maintenant, ils l'ont fait voir aux Israéliens et aux Américains ce qu'ils n'ont jamais pensé. Une première guerre de 12 jours, due à l'initiative israélienne qui a attaqué. Le tiers de Tel Aviv a été rasé, de Haïfa, ils ont dû arrêter, demander vite le secours des Américains. Trump a dû intervenir pour bombarder des sites nucléaires, les portes d'entrée. Parce qu'ils sont vraiment sous terre, loin des bombes, la portée des bombes GPU 57 et 60 mètres. Et le minimum d'aide est à 100, 200, 300 mètres, on dit même qu'il y en a 600 mètres. Donc, mais ces frappes-là, après on a arrêté, la guerre s'est arrêtée. Et les Israéliens ont riposté en frappant la base de Hodeïd, en frappant les bases américaines. Maintenant, Trump a dit que ça suffit, voilà, on s'arrête là. Après, ils ont repris une guerre 40 jours avec Israël et les États-Unis. 40 jours de bombardement. Rien. S'il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de destruction, des écoles, hôpitaux, routes, ponts. Mais les Iraniens sont toujours là et ils bombardent jour et nuit les bases américaines. Ils ont détruit 16 bases, dont certains totalement, d'autres partiellement. 16 bases américaines. Maintenant, ils ont dû tous se retirer vers la Jordanie et Israël. Et Israël, raffinerie de Haïfa, à Beersheba, c'est enterré toute une base de Shabak et des services secrets américains, Mossad et des services secrets militaires. Enfouis sous terre. On ne sait pas combien de morts jusqu'à présent. Ils font un blackout total sur leur perte, les Israéliens. Mais le jour où ça sortira, on verra comment va réagir leur population. Maintenant, c'est interdit de sortir toute information relative à la sécurité nationale. Et tout ça, c'est classé sécurité nationale. Mais heureusement, il y a des gens qui envoient des vidéos et qui font des déclarations. Et on sait à peu près ce qui se passe. Donc les dégâts sont énormes en Israël et l'économie est en train de s'effondrer. Il y a une inflation monstre et il y a une pauvreté chez certaines catégories extrêmes. Et c'est ça qui va éclater. Les prochaines élections vont le montrer en Israël. Et après, les États-Unis ont repris une guerre de 12 jours encore. Et ils ont dit aux Israéliens de rester loin. Parce que les avions sont là-bas, à Ben Gurion. Les bases sont, s'ils frappent, c'est fini, d'Israël et des États-Unis. Mais il y a un risque du nucléaire aussi. Parce que quand il n'y aura plus de solution pour Israël et les États-Unis, ils peuvent. Et ils ont montré qu'ils n'ont pas
vraiment de scrupules. S'il n'y a pas un risque très très grand avec la communauté internationale, avec la suite des événements, parce que les Iraniens aussi sont préparés. Et apparemment, ils ont des missiles à tête nucléaire fournis par la Corée du Nord. La Chine et la Russie se sont concertés pour leur donner cette puissance de frappe à les missiles à tête nucléaire. Donc là, c'est fini d'Israël. Et ça, je pense que les Américains le savent. C'est pas si Trump l'ont mis au courant parce qu'apparemment il lui cache beaucoup de choses puisqu'il croit toujours à son armée invincible, à ce qu'il peut faire alors que les généraux disent on n'a plus d'armes, on n'a plus de munitions, on n'a plus de missiles THAAD, on est sur la réserve. Ils n'ont plus aucun moyen de contrer la Chine, alors que leur préoccupation c'était la Chine. Même la guerre de Russie, ils pensaient que ça pouvait les servir pour couper la route du pétrole à la Chine en contournant le détroit d'Ormuz. Et pour ça, le détroit d'Ormuz est devenu le nœud gordien. Il est devenu l'arme fatale des Iraniens. Et ils ne le lâcheront jamais. Donc Trump raconte des histoires, dit qu'on est en train de négocier pour que le détroit d'Ormuz soit libre et pour que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Or, le détroit d'Ormuz est dans les mains des Iraniens pour toujours. Personne ne peut le lui enlever. Il faut négocier avec eux pour cela. Et maintenant, l'arme nucléaire, ils ont des têtes de missiles nucléaires. Ils n'ont pas besoin de bombes nucléaires, ils n'ont pas des avions pour cela. Leurs missiles, c'est les plus performants au monde. Surtout le Hormuzchar ou le Khaybar Chicken, inarrêtable, qui peut à fragmentation. Donc ils peuvent envoyer plusieurs missiles en même temps. Voilà où on est. Maintenant, il y a un grand événement dans l'Afrique du Nord avec ce qui s'est passé à Ceuta et à Melilla, surtout Ceuta, et même aussi à Melilla, qui sont des enclaves espagnoles à l'intérieur du territoire marocain. Et le Maroc qui a fait la normalisation avec Israël et qui a les portes ouvertes pour Israël et pour l'armée israélienne et pour le Mossad, maintenant s'est trouvé dans le même problème que les pays du Golfe. Maintenant, voilà, Israël la pousse contre l'Espagne qui est devenue un ennemi pour Netanyahou et Israël puisqu'il soutient les Palestiniens et il critique Israël. Et pour les Américains, puisqu'ils refusent même son espace aérien aux avions américains qui vont aller bombarder l'Iran. Donc l'Amérique et Israël sont derrière ces événements qui se passent et le Maroc est le dindon de la farce. Donc même s'il a des revendications légitimes parmi Melilla et Ceuta, c'est par la diplomatie qu'il aurait pu trouver des moyens, mais pas par ce mode qui, je ne sais pas la suite, mais qui ne va pas les servir. Non seulement par rapport à l'Espagne et à l'Union européenne, mais par rapport au reste du monde, qui voit comme un scénario d'un autre âge. On va voir la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, la relation avec Israël est toxique et plus que toxique. Les pays du Golfe en font les frais. Le Maroc est en train de faire les frais. Et on va voir maintenant. Avec le problème, l'Algérie, du Maroc, du Sahara, au lieu que le Maroc et la Tunisie et l'Algérie soient la puissance qui est en face de l'Occident et qui peut négocier non seulement pour leur pays, mais pour tout le Sahel et pour l'Afrique, et qui peuvent vraiment créer une zone d'opulence pour l'Afrique de l'Ouest comme pour l'Afrique du Nord. Ils sont en train de s'entre-déchirer et de partir dans une guerre gratuite, alors qu'ils pouvaient avoir un terrain d'entente. Si on écoutait, chacun écoutait les arguments de l'autre, et surtout si on écoutait le peuple sahraoui lui-même, et voir maintenant quelles sont les solutions les meilleures qui conviennent pour tous. Pourquoi ces guerres? On se demande toujours à qui profite ce crime. Toutes ces guerres servent à qui? L'industrie de l'armement. Et puis aux États-Unis, on a eu Trump aussi par l'appât du gain.
parce que Trump est en train de gagner à la bourse. On dit presque depuis que le commencement de ces guerres, au moins 2,5 milliards de dollars, lui et sa famille et ses proches, qui jouent sur la hausse et la baisse du prix. Il annonce des attaques jusqu'au week-end. Après, le dimanche, avant l'ouverture de la bourse, parce que avant l'ouverture de la bourse, c'est des attaques, et juste avant la fermeture de la bourse, c'est des attaques, et avant l'ouverture de la bourse, il y a des négociations en cours, en suspens. Donc on fait du yo-yo avec les prix du pétrole et ils sont en train de s'enrichir. Et tout ça va sortir aux États-Unis. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tout ça. Donc on verra où est-ce qu'on va aller dans ce monde de mercantilisme, de matérialisme, de populisme, mais aucun rationalisme dans cela. On ne peut même pas comprendre exactement comment ça va finir. Les espaces de réflexion et de compréhension deviennent flous à chaque fois, si ils ne sont pas opaques. Car il n'y a rien de rationnel. On verra à la semaine prochaine.